épisode 22, la magie des rencontres. Je suis Jean-Baptiste, créateur des parfums de l'âme et des élixirs Pravaha. En tant que pèlerin de la Terre, je traverse les régions du monde avec mon van. Et chaque semaine, le destin place sur mon chemin des âmes étonnantes et inspirantes. Ensemble, nous tissons des récits singuliers, des histoires empreintes de magie que je vous invite à découvrir pour voyager à travers leurs aventures uniques. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Anita Holland, une femme inspirante qui se définit comme une véritable citoyenne du monde. D'origine espagnole, ayant grandi en France, puis enrichie par des années passées au Cameroun et aujourd'hui établie en Allemagne, Anita a cultivé au fil des ans une vision unique de l'interculturalité, de la spiritualité et de la vie en communauté. Dans cet échange, elle partage ses réflexions sur la richesse de la diversité, l'importance de tisser des liens entre les cultures et la quête d'une vie plus harmonieuse et authentique. À travers ses expériences professionnelles en accompagnement, son engagement au sein de l'association Démocratie et Spiritualité et sa pratique du holo énergétique, Anita nous invite à explorer le chemin vers une humanité réconciliée. Écoutez ce témoignage inspirant et laissez-vous toucher par son parcours au service du vivant. Bonjour Anita, je suis enchanté de te rencontrer parce qu'on se connaît pas du tout. Donc c'est ça qui est chouette aussi de ces rencontres, ces podcasts, à créer ces rencontres. Et ça peut ouvrir sur d'autres personnes parce que j'ai vu qu'il y en avait plein qui s'étaient rencontrés comme ça en ayant écouté une interview. Il y a quelque chose qui a résonné et c'était chouette de créer ces reliants, ces ponts entre les gens en fait qui se vivent à peu près cet éveil de l'humanité, ce nouveau monde qui est en train de devenir de plus en plus fort, même si pour l'instant on est une minorité. Mais voilà. Donc merci d'avoir accepté et d'avoir contribué aujourd'hui, parce que tu parlais de ça tout à l'heure en aparté, d'avoir contribué. Merci à toi de créer cet espace, ce temps aussi pour pouvoir partager, parce que pour contribuer, faut qu'il y ait une ouverture, faut qu'il y ait une demande, faut qu'il y ait un espace pour apporter son don, sa contribution. Donc, c'est déjà du bonheur de te rencontrer, effectivement, d'échanger en aparté. C'est sûr qu'on va bien s'amuser et que j'espère amuser et intéresser beaucoup de monde. Et voilà. Oui, et puis toi, Merci beaucoup. c'est chouette. Moi, je suis en Angleterre, toi, tu es en Allemagne. C'est ça. D'avoir plusieurs pays, même si on vient un peu, je crois que tu viens de France aussi. Est-ce que tu peux me parler un peu de tes origines, d'où tu viens? Oui, oui, oui. Effectivement, je me définis souvent comme une citoyenne du monde parce que dans le berceau, j'ai eu des origines espagnoles en naissant dans une banlieue parisienne, riche de vagues migratoires d'ailleurs. Donc, j'ai grandi vraiment dans la diversité. Et très tôt, j'ai eu des amis du Sénégal, du Maghreb, d'Espagne, d'Italie, Ah parce que oui. c'était voilà. Donc j'ai grandi dans ce grand mélange. Et puis j'ai vécu 6 ans au Cameroun et en famille élargie, parce que l'amour d'un Camerounais m'a conduit au Cameroun et j'ai vécu Ah, ok. avec sa famille. Donc une toute autre manière d'être au monde et d'être en relation. Finalement, au Cameroun, j'ai divorcé, mais j'ai gardé ma famille. J'ai rencontré mon compagnon actuel, mon mari actuel, qui est lui alsacien, un être très étrange pour moi au départ. C'est Germain et Pourquoi nous vivons étrange? étrange parce que très loin culturellement de mon cadre, de mon référentiel culturel qui était plutôt marqué par l'Espagne, Oui. le Maghreb, le Cameroun. Ouais, méditerranéen, Côté, c'est un autre état d'esprit, en effet, alsacien, oui. complètement, Oui. complètement. Et depuis 30 ans, nous vivons en Allemagne, ou plus de 30 ans même, où nous avons élevé aussi nos 2 enfants qui sont là. Donc Et- citoyennes du monde, oui. ok. Et pourquoi en Allemagne, c'était un choix de professionnel? C'était un choix, il y avait du chômage en France, on revenait d'Afrique
On n'avait pas de travail ni l'un ni l'autre et il a trouvé du travail en Allemagne. Ok, tout simplement. Voilà, Ok. tout simplement, le besoin de subvenir à ses besoins. Et puis, comme je t'ai dit, comme lui est alsacien, il est dialectophone et il parle couramment l'allemand. Oui, Pour lui, souvent, oui. c'est une évidence. Moi, j'avais fait de l'allemand jusque dans mes études supérieures. J'avais tout oublié, mais j'ai tout réappris. Ok. Donc tu parles, c'est ça, français, anglais, allemand. Ok. Allemand. Et voilà, c'est tout. Malheureusement, l'espagnol m'a pas été transmis parce que la France a une politique assimilationniste. Ma maman a estimé que elle parlait pas assez bien cette langue pour me la transmettre. Mon père la parlait pas. Et puis la politique, c'était plutôt que tout le monde devienne français. C'est pour ça Hmm. qu'on a plein de noms. Moi, je suis née Anita Esteban et je suis très fière de ses origines. Très Ah oui. voilà, très heureuse de ce mélange et je crois profondément à la richesse de la diversité, Complètement, à, oui. à l'importance de la singularité, c'est-à-dire de découvrir, de comprendre qu'est-ce qui nous constitue, qu'est-ce qui nous enrichit, qu'est-ce qui nous épanouit, qu'est-ce qui nous met en joie et, euh, et cette singularité, comment on vient l'articuler avec les autres. C'est ce que Abdenamour Benour Bidar appelle les tisserands. C'est ce que tu fais avec tes podcasts aussi, c'est tisser, retisser le tissu social, le tissu mondial de l'humanité, retisser à partir de qui nous sommes et en respect, en accueil, en curiosité de qui est l'autre. Hmm. Parce que chaque personne est un univers en soi. C'est fabuleux, la nature humaine. Moi, je ne me lasse pas d'émerveillement de ce que un être humain est capable de faire, comment il peut évoluer, comment il est capable de s'adapter, comment il est capable de réussir dans ses projets. La résilience aussi, qui est beaucoup d'actualité, enfin dont on parle beaucoup maintenant, c'est quand même un phénomène extraordinaire. Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais par rapport au Cameroun, par rapport à la France? Et quels sont les points que tu as appris un peu de chaque et qu'est-ce qui te constitue aujourd'hui par rapport à tout ça? Alors, les chocs, alors, l'interculturalité, c'est l'espace, je trouve, où j'ai été le plus interpellée en tant que personne et donc dans mon développement personnel. Parce que ça venait soit me mettre en joie, c'est de la jubilation d'enfin trouver un être qui a la même résonance que tu as peut-être pas trouvé dans ton environnement socio-culturel au départ. Et parfois, ça me choquait, ça me dérangeait, c'était insupportable. Et donc, je dirais, à la fois l'interculturalité, c'est justement la curiosité de ces différences et une occasion de plonger en soi et de se définir. Et le vivant est en mouvement permanent. Donc, ce que je te dirais aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai gardé du Cameroun? J'ai gardé le goût que j'avais aussi déjà dans ma culture, dans ma famille espagnole, qui était le goût de la proximité, du toucher. On n'a pas du tout les mêmes distances sociales, tu vois, par exemple. Hmm. Euh, et et pendant longtemps, je parlais de mes patries de cœur, que sont le Maroc, le Cameroun, l'Espagne, que je connais pas forcément direct, enfin euh, beaucoup, mais qui m'ont nourri parce que j'ai côtoyé des gens de ces pays-là. Et, je continuais à parler de ces patries de cœur, la France aussi, où j'ai grandi en partie jusqu'à mes 20 et quelques années, 23 ans, 24 ans. Et, euh, et j'étais en Allemagne, et ça faisait plus de 10 ans que j'étais en Allemagne, et je parlais de ces patries de cœur, et je me vois, je m'écoute ne pas mettre l'Allemagne dans cet énoncé. Et là, je dis, wow, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais ici si je n'aime pas ce pays? Et en fait, c'est juste qu'il y avait besoin de conscientiser. C'est clair, je le disais tout à l'heure, la culture germanique était très étrange pour moi parce qu'il y a cette distance déjà sociale on sépare le privé du professionnel plus naturellement, où on est moins, on touche pas. D'ailleurs, quand je suis rentrée d'Afrique,
et que j'ai donné des cours, je devais faire attention et j'ai prévenu les gens dans mes cours. J'ai écouté, moi, j'ai tendance à m'approcher des gens, à les toucher, à être dans une proximité. Et je vais essayer de me contrôler, mais si, si vous voyez que je m'approche trop, signalez. Pardon. Ouais. Oui. Et, et donc, et puis par contre, cette réflexion m'a permis de me rendre compte que j'apprécie cette recherche du consensus qu'on a en Allemagne, ou le respect des lois, comment dire, des codes collectifs. Par exemple, faire la queue en Allemagne, c'est plus agréable que de faire la queue en France, parce que on va attendre, chacun va passer en son temps. Il y a peu de gens qui vont essayer de louvoyer, tu vois? Enfin, et ça, pour moi qui suis plutôt une petite nénette, pas très costaud, j'aime bien ne pas être soumise à la loi du plus fort. J'aime bien il y a une règle et puis elle vaut pour tout le monde. Ça met une égalité, tu vois? On est vieux, on est fort, on n'est pas fort, on est jeune, on est grand, on est costaud. C'est tout le monde pareil. Donc ça, j'apprécie beaucoup ça, cette recherche du consensus. Qu'est-ce qu'on peut trouver qui permet à tout le monde d'y trouver son compte? Et c'est déjà entraîné dès le jardin d'enfants, où on responsabilise chacun par rapport à des règles collectives. Ça, j'aime bien. Et puis, une autre chose que j'apprécie beaucoup chez les Allemands, c'est la communication directe. C'est-à-dire, quand on a quelque chose à dire, alors en allemand, on dit, spreche nicht durch die Blumen, c'est-à-dire on parle pas au travers d'un bouquet de fleurs ou avec une feuille sur la langue. Ça veut dire on dit les choses directement. C'est pas pour attaquer la personne. C'est juste pour dire qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on voit, surtout des faits. Et moi, j'aime bien parce que ça évite justement, parce que ça amène une saine confrontation. On confronte des points de vue. On confronte des faits. Et moi, je peux pas avoir tous les faits, l'autre personne peut avoir. Et c'est pas du conflit. C'est pas, on croise le fer directement, la polémique, et puis c'est moi qui ai raison et c'est toi qui as tort. C'est plutôt, on cherche une vérité. Et ça, moi, j'aime bien ça. Et c'est pas du conflit et c'est pas non plus une compromission, comme on peut avoir parfois c'est moi qui suis plus costaud ou je parle mieux que toi, donc je vais t'imposer mon point de vue. J'aime bien ça en Allemagne aussi. Il y a Voilà. quelques points communs avec l'Angleterre, mais un peu plus doux en Angleterre, je crois. Oui, ouais, c'est les understatements en Angleterre, c'est quand même important. Alors qu'en Allemagne, ce côté de parler direct, ça peut se faire un peu, on dirait, on peut le percevoir de l'extérieur comme arrogant ou un peu brutal parce que ça arrive, bam, vraiment direct, quoi. Donc, Mm. mais c'est rien contre la personne, c'est juste, bah, je te donne mon point de vue, bah, vas-y, argumente toi aussi, quoi. Mais bon, sur la forme, je pense qu'un mix des 2, ça peut être pas mal, tu vois? De mettre un peu, moi j'aime beaucoup la rondeur que peuvent avoir, dans leur langage, encore que dans le Maghreb, on dirait que le Marocain quand il parle, on a l'impression qu'il te dispute. Mais, quand même par rapport à nous, il y a quand même une rondeur, tu vois? Tu penses au commerce qu'on peut faire, et au Cameroun, alors là, on fait des phrases, des emphases et cetera. Et d'ailleurs, quand on commence à se parler au Cameroun, enfin en Douala, on va te dire «Mbanaé», c'est-à-dire je dis, hein, c'est-à-dire: «Tu m'écoutes? Je vais te parler, écoute-moi». Voilà, voilà ce que je peux dire comment dire? En résumé. Mm. Hem, C'est vrai que l'Allemagne n'est pas si connue que ça. Oui, c'est vrai qu'on a cette notion d'un peu très strict, très machin, mais oui, c'est vrai qu'il y a plein de choses très chouettes là-bas aussi. oui, Parce que et qui sont j'ai fait un tour d'Europe et je suis resté un peu de temps en Allemagne et parce que j'ai appris l'allemand en première langue, moi. ah! Et, bon, après, je parle très peu, en fait, parce qu'il faut vraiment pratiquer, c'est ça le truc. Oui, c'est ce que tu dis, que quand t'es là-bas, bah oui, t'es obligé oui, surtout que si tu travailles. Euh, mais j'ai beaucoup aimé, il y a plein de choses que j'ai beaucoup aimé là-bas, la nature, la Oui, connexion à la nature aussi, beaucoup, oui, tout à fait. ouais. Moi, je suis très sensible et je suis très en décalage avec ma famille française, par rapport à l'environnement et la responsabilité que nous avons de comment nous consommons. Tu as eu très tôt un consensus des citoyens allemands qui ont fait barrage. Par exemple, il y avait eu
il y a longtemps un scandale Nestlé. Nestlé avait vendu des laits en Oui, poudre en Afrique, tu te rappelles? oui, oui, Mais il tout y à a fait. eu Ouais. une mobilisation de masse, c'est-à-dire que les Allemands sont capables de poser des actes très, très concrets, enfin, moi, que je trouve admirable, tu vois, Mm, et dans leur manière de consommer, d'être très différents, etc. Je crois qu'on peut trouver partout des sources d'inspiration, mm. vraiment Bon. partout. Après, en Allemagne, il y a un peu des deux aussi. Elle est un peu très américanisée. Où ça a beaucoup Absolument. mangé, les saucisses, la bière, Munich, là, la fête de la bière, là, chaque année. Ça peut être immense comme ça, enfin, exagéré. Et puis, en même temps, tu as ce côté très nature. Moi, c'était mon inspiration, les Heilpraktiker, Oui, tout à allemands. Quand fait, j'ai fait de la naturopathie, j'avais pas d'exemple en France. Mon exemple était en Allemagne, en fait, tout à fait, où tout à fait. Hildegarde, oui, toutes ces Oui, figures-là aussi. tout, tout à Ouais. fait, tout à fait. Les Reform House, ça a été un mouvement. Et malheureusement, l'Allemagne après-guerre a été américanisée et a fait beaucoup de dégâts sur les rapports hommes-femmes et sur la place de la femme. On a malheureusement copié ce terrible modèle américain de domination et ça n'a pas fait que du bien à la société. Ils ont du mal à en sortir, c'est pour ça qu'ils ont une démographie qui est chancelante parce que ça n'a pas permis aux femmes de vivre, aux parents en général de vivre la vie qu'ils auraient voulu, parce qu'avoir des enfants, ça voulait dire rester Mm. à la maison et ça, c'est pas très très jouable. Et puis il y a le trauma de la guerre aussi, qui est très fort encore, je trouve. Oui, oui, Ouais. ça passe, hein, depuis. Mais bon, en même temps, c'est dommage que l'humanité oublie si vite ses erreurs. Quand on voit ce qui se passe de par le monde aujourd'hui, Mm. ça serait bien de se rappeler des erreurs que nous avons pu faire et puis d'arrêter de dire c'est l'autre, mais tout simplement, ça fait partie de notre nature humaine et de ce qu'on nourrit en nous, en fait. Est-ce qu'on nourrit la paix, est-ce qu'on nourrit l'amour ou est-ce qu'on nourrit le fait de dominer et d'avoir plus que l'autre? Mm. C'est vraiment, c'est des choix, c'est pour ce que j'appelle, moi, le sens de l'éveil, mais surtout de la responsabilité. Mm. Concrètement, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour nourrir ce qui te semble avoir sens, faire sens pour toi et pour le collectif, pour la communauté. Mm. En parlant de nourrir d'amour, de se nourrir d'amour, tu peux me parler un peu de ton évolution dans ce que tu fais aujourd'hui, parce qu'il y a plein de choses. Oui. Ouais. Donc, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'a amené à faire euh, Ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire, enfin, ce que je fais aujourd'hui, mais depuis plus oui, de qu'est-ce que tu qu'est-ce fais que je tu fais fais? aujourd'hui et qu'est-ce qui t'a emmené à ça aussi, Oui, OK, je vais essayer d'être claire là-dessus. succinct, puis après on peut rentrer un peu plus dans les détails après. Alors, mon métier ou mes métiers depuis plus de 30 ans maintenant, c'est d'accompagner les personnes dans leur développement professionnel plus spécifiquement. Ça s'est fait sous forme de formation continue, de coaching, récemment de bilan de compétences, donc soit en individuel, soit en groupe. Et comment j'en suis arrivée là? Ben, en fait, si tu veux, il y a une chose à 18 ans, au moment après mon bac, je savais pas trop ce que j'allais, enfin, je savais ce que je voulais pas faire. Je voulais pas rentrer dans le système des vilains méchants qui font du business. Ça, c'était mon idée. Mais je savais que j'avais un grand intérêt pour l'être humain déjà, et les langues aussi. Donc c'était, est-ce que j'étudie la psychologie, les langues? Et finalement, j'ai fait des études de travailleur social, donc avec de la psychologie, de la sociologie et de la pédagogie. Donc j'ai été formée à accompagner des personnes et des groupes particulièrement en difficulté socio-culturelle. Et puis, je te l'ai dit tout à l'heure, la vie m'a embarquée au Cameroun. L'amour m'a embarquée au Cameroun. Et au Cameroun, j'ai pas pu exercer mon métier. Et comme la vie est une chipie généreuse, la seule, et que j'avais besoin de gagner ma vie, de travailler là-bas, et qu'on n'acceptait pas de travailleurs sociaux blancs, ce qui est très juste, hein, c'était très bien comme ça. J'ai pris le travail qui s'est présenté à moi, c'était le travail de commercial, c'est-à-dire le métier. Je refuse ça, mais je vais quand même y confronter Tu à vois, fond. moi je Ouais. dis: «Oh non, moi je veux pas faire ça, participer à ça». Mais la vie te dit: «Ah bon, tu es sûre, tu veux pas?» Voilà, allez, vas-y.
Donc j'ai accepté des postes commerciaux, j'ai vendu des services au Cameroun et comme je m'intéresse pour de vrai aux gens et comme en plus j'ai un côté, je me définis comme une idéaliste pragmatique, c'est-à-dire j'ai des idéaux, mais je veux surtout voir comment on peut les traduire dans notre quotidien pour de vrai, comme je dis et bien ça a très bien marché. J'ai été vraiment très bonne commerciale. Tellement bonne que j'ai été repérée, et que on m'a confié, le management d'une équipe, le développement d'un centre de profit et donc j'ai fait du management et là encore, comme je m'intéresse vraiment aux personnes et que j'ai le sens du collectif, c'est inné, dans ma nature, dans mes talents et puis dans les cultures que j'ai côtoyées parce qu'à l'époque, j'avais déjà côtoyé, d'une part l'Espagne, mais aussi le Maroc et puis, le Maghreb plus largement et j'étais au Cameroun. Donc au Cameroun, j'ai fait ça le commercial, puis, et gérer un centre de profit plus que le gérer et le développer. Je suis partie de zéro avec une petite équipe, des gens qui avaient été mis un peu dans des placards et puis j'ai dit: «Mais nous, on va faire quelque chose de bien ensemble, vous allez voir» et puis on s'est bien amusé et on a développé, du business et puis après qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentrée en Europe. Je suis rentrée en Europe, je suis rentrée, en Alsace et là, en France, quand j'ai fait mon premier, j'ai rentré dans une formation continue et la chargée de professionnalisation, quand elle entend mon parcours, elle dit: «Bah, vous, votre parcours est complètement incohérent». Donc là, moi, j'étais à terre. Ça m'a vraiment blessée, j'étais à terre mais mon côté, alors on va dire peut-être espagnol ou rebelle ou, résilient, j'ai dit: «Mais en fait, elle est qui elle pour me dire ça? Et en quoi est-ce incohérent?» Elle a rien compris en fait. Et donc, en fait, c'est clair, si je n'expliquais pas comment je passais du travail social au commercial, au management, c'était pas clair. Et en fait, tu avais pourtant un fil rouge. C'est que ça se passe avec des personnes ou pour des personnes, qu'on cherche des solutions et qu'on a, pour idée ou objectif d'améliorer la situation, de changer, améliorer la situation. Donc après j'ai raconté ça, j'ai expliqué ça, sauf que j'avais plus mis le Cameroun sur mon CV parce que quand je mettais Cameroun, on venait pas me chercher parce qu'il y a quand même beaucoup de préjugés vis-à-vis de l'Afrique, hein. «C'est gentil, petit noir, c'est pas très sérieux ce qu'on fait là-bas, nanana». Ça reste encore très, très marqué et j'en discutais beaucoup ces dernières années avec les étudiants au doctorat africain que j'accompagnais. Et donc j'enlevais le Cameroun et puis à l'entretien, quand on me demandait: «Mais c'est formidable tout ce que vous avez fait, mais vous l'avez fait où?» «Bah, au Cameroun». «Ah oui, les plages, les cocotiers et cetera». Je dis: «Vous savez, au Cameroun, on passe pas notre temps sur les plages dans un hamac entre les cocotiers. On bosse aussi», voilà. Mais voilà, ce sont des réalités. Voilà comment, j'en suis arrivée, en Europe finalement. Donc je suis arrivée en Alsace, puis je suis partie en Allemagne et là j'ai rencontré d'autres difficultés. Je comprenais pas la manière d'être au monde et en relation des gens, c'était très étrange pour moi. Même mon mari était très étrange pour moi, qui est alsacien et qui avait pourtant beaucoup vécu en Afrique, mais, avait des réactions que je m'expliquais pas. Donc j'ai appris à découvrir cette culture et surtout, je suis arrivée dans un contexte, social où la femme ne travaille pas. Il y avait pas de système de garde d'enfants et nous avons eu notre premier enfant, puis un deuxième 3 ans après et donc et comme moi, je suis pas, je suis à la fois très mère poule et en même temps pas, j'ai pas de vocation de mère au foyer. J'ai cherché comment continuer à avoir des relations professionnelles tout en assumant mes responsabilités et donc j'ai retrouvé mes premiers amours dans la formation et l'accompagnement des personnes. Comme quoi, tu vois, tout ce qui se passe quand on l'accueille, peut finalement, correspondre, à nos attentes, nos aspirations, nos capacités. Je dis souvent, à mes clients: «La vie est généreuse, il faut juste savoir intérieurement ce que vous voulez» et Jung nous parlait de synchronicité, hein, c'est de ça qu'il s'agit. Donc depuis, plus de 30 ans maintenant, j'ai surtout fait de la formation et coaching et puis j'ai continué moi à me former. Donc je suis maître praticien en PNL, j'ai travaillé avec des consultants internationaux comme Tom Best qui avait beaucoup travaillé avec des chamans, quechua donc de d'Amérique du Sud et puis Robert Dills qui a cherché à donner une âme à cette technique qu'est
la PNL, et puis j'ai continué à chercher. D'abord parce que je continuais à être en chemin, moi, je continue à être en chemin, et comment je pouvais au mieux accompagner, éclairer les personnes, et à commencer par moi-même. Je suis mon premier laboratoire. Et puis ces dernières années, j'ai fait 2 rencontres très, très, importantes pour moi. Il y a, je dis dernières années, en fait, c'était il y a 10, 15 ans. J'ai rencontré découvert d'une part les travaux du docteur Lascaux, auquel je suis formée, à l'holo-énergétique. Donc docteur Lascaux a étudié la force de guérison et de transformation de l'amour. Donc j'ai enfin rencontré un scientifique qui avait démontré scientifiquement ce que moi, empiriquement, j'avais observé depuis dans mes différentes fonctions. Quand tu es là et que tu aimes la personne, c'est-à-dire aimer pas d'un point de vue affectueux, sentimental, mais que tu l'accueilles dans ce qu'elle est, dans cet instant, et dans tout ce qu'elle pourrait être encore, ben, il se passe quelque chose d'absolument merveilleux. Avant ça, j'avais aussi croisé les travaux de David Grove dans le clean coaching, qui avait fait le même constat et qui, lui, a développé un langage qui respecte le langage de l'autre. C'est-à-dire, je vais à tel point accueillir l'autre tel qu'il est, que je vais réutiliser ses mots pour essayer de comprendre son paysage. Pas essayer de comprendre, mais même de le guider, surtout dans son paysage intérieur, dans ses symboles, etc. Et c'est extrêmement puissant. Donc, il y a eu David Grove, le clean coaching, clean language, l'holo-énergétique avec le docteur Lascaux, et puis ces dernières années aussi, un travail avec un cheminement, plus qu'un travail avec Tina Bossi et Franck Laloux, qui ont développé la Tehima, qui est la danse méditative des lettres de l'alphabet hébraïque. Et là, j'ai revisité la symbolique et revisiter. En fait, j'ai découvert la spiritualité et le christianisme très tard, puisque moi, on me l'avait interdit. Mais je le comprenais d'une manière très symbolique, et j'étais pas toujours d'accord avec les chrétiens qui me disaient: «Oui, mais toi, t'inventes». Enfin, bah, oui, je dis: «Non, j'invente pas, voilà ce que je sens de ce dialogue». Et j'étais très heureuse de découvrir que dans la Kabbale et dans le symbolique des lettres hébraïques, eh bien, ce que j'avais ressenti était plein de sens et d'une évidence. Donc, ça a beaucoup, beaucoup enrichi, ma compréhension de ma propre nature et ma manière, enfin, éclairé aussi des pratiques que j'avais qui étaient instinctuelles ou instinctives, et de travaux d'autres, et de voir à quel point c'était juste, et de rester dans cette voie-là, de chercher la lumière, de chercher la vérité, de chercher l'expression individuelle des singularités, l'unicité, mais en raccordant ça avec l'unité. Il y a beaucoup de retour à la source et retour à l'origine, en fait, à la Oui. vibration originelle, en fait, parce que les lettres Mmh. hébraïques, pour moi, c'est complètement ça. C'est pour ça que j'avais repris mon prénom en version hébraïque, Yohanan, Jean-Baptiste. Ah. Mmh. Donc oui, je suis très connecté à Pravaha avec ce que je travaille avec les élixirs. Bah, ça veut dire le flux de la vie, mais c'est en Oui, sanskrit, donc c'est vraiment les origines aussi. Mais j'ai l'impression qu'il y a ça aussi chez toi. Il y a l'amour, le lot énergétique, oui. les lettres hébraïques, et puis bah oui, s'intéresser à l'autre. En fait, c'est vraiment ouais, en fait, c'est les trucs de base, je trouve. Oui, il y a Qu'est-ce que tout ça. Donc, juste, dans le récit de mon parcours, d'où je viens, qu'est-ce que j'ai fait pour faire ce que je fais aujourd'hui, je pense que tu as compris, nos auditeurs aussi, que j'ai un profil atypique. J'ai pas voilà, c'est pas une droite ligne, c'est plein de détours. En plus, mon mon développement, ma quête spirituelle a beaucoup pesé a complètement accompagné mon développement professionnel. Donc les 2 sont croisés, et à cela s'ajoute que je suis une hypersensible. Alors ça, je l'ai su il y a quelques années, avec, une tendance, surefficiente, c'est-à-dire que je ne perçois pas ou je ne raisonne pas comme, une majorité de personnes.
Et en même temps, ça donne des particularités et en même temps, j'ai fait de ce qui pourrait apparaître comme des faiblesses, des forces et en tous les cas des points forts pour apporter quelque chose de singulier et qui amène une réelle contribution. Et de fait, je rencontre beaucoup de gens qui sont en souffrance dans le monde du travail où on passe d'être vraiment phagocytés et très très mal ou qui trouvent pas leur place et qui n'osent pas forcément. Et je pense que mon propre chemin de recherche de profondeur, d'authenticité, de la densité du vivant et euh, de qu'est-ce qui participe de ma vocation, qu'est-ce que j'ai envie qu'est-ce que je peux offrir et en même temps, comment je peux contribuer dans ce monde parce que chacun a contribué différemment. Ça participe complètement de mon activité professionnelle depuis maintenant ces 3 dernières décennies. Est-ce que tu peux revenir sur le lot énergétique parce que je trouve ça super intéressant. Oui. Déjà scientifiquement prouvé que l'amour l'amour inconditionnel. Euh, donc oui, je suis Et c'est assez vrai. curieux d'en savoir plus par rapport à ça. Oui. Ok. Alors, le docteur Lascaux, c'est un docteur, il est gynécologue, il vit en Suisse actuellement, à plus de 80 ans, avec sa femme Sama. Et le docteur Lascaux était à l'époque médecin en Californie, il est gynécologue oncologue. Et en parallèle de son activité, il faisait des retraites spirituelles et notamment une retraite en Inde et il a fait des expériences particulières de rencontres où, par sa présence, il a soigné une personne notamment et surtout il a reçu un message de « tu vas guérir par l'amour » qu'il a évidemment pas tout de suite compris. Ça l'a mené à faire des expériences et d'abord dans son laboratoire avec des amibes, pour te dire pas forcément un truc sympa. Enfin, il décrit ça dans ses livres. Hein. Il a écrit un premier livre, La guérison par l'amour, je crois. Il a écrit 3 livres. Les 2 premiers sont traduits en français. Le dernier n'est pas encore traduit en français. C'est Choose Peace Now. Ah C'est ouais. très important. Parce qu'il est arrivé, en fait, à la conclusion de ses travaux que c'est le choix de la paix, de l'unité qui va faire une différence. Mais au départ, il a cherché effectivement autour de l'amour, puisque c'était ce message qu'il avait reçu, et il a pu démontrer en laboratoire que lorsqu'il était dans cet état d'être, de présence, de qualité de présence, où il accueille sans domination, mais justement avec l'amour inconditionnel, il se passait des choses. Hmm. Il se passait des choses dans les tubes avec les amibes au laboratoire. Ouais, des Et il se amibes. passe des choses Et tu peux avoir l'amour inconditionnel avec les amibes. Tu peux avoir l'amour inconditionnel avec tout en même temps. avec tout, tu vois. Et même, dans dans une des anecdotes qu'il raconte, il parle de cet intervenant qui devait intervenir dans une prison auprès de personnes. Il avait été, je crois, psychologue ou thérapeute, et il devait s'occuper des gens qui sont, tu sais, dans les très 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 dangereux. Ah oui, Et complètement, oui. voilà, il n'avait pas pu tout de suite aller rencontrer les personnes, je sais plus pourquoi, mais il avait travaillé sur leur dossier, il s'était connecté à partir du cœur à chacun des personnes dont il avait le dossier en main. Et d'ores et déjà, parce que tu peux envoyer de l'amour aussi inconditionnel, c'est pas la distance, tout ça, ça n'a pas d'influence. Tu peux le faire même à distance. On fait les soins en holo-énergétique online à distance. Docteur Lascaux a longtemps travaillé par téléphone. Et, euh, et à un moment, le directeur de la prison qui vient le voir après quelques semaines, qui dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Il y a déjà des changements. Enfin, il y avait quelque chose de perceptible dans l'ambiance. Je Perceptif, oui. n'ai pas encore été les voir, j'ai juste fait ça. Donc, je pense que le mieux pour nos auditeurs, ce sera de lire les livres du docteur Lascaux. Je t'enverrai volontiers les coordonnées de où les trouver. Il y a aussi des conférences qu'on peut écouter. Et puis, le docteur Lascaux a transmis tout son travail et euh, tout son travail et la mission de transmission à Laurence Latour, qui est, elle, en Belgique. Ok.
Elle est donc thérapeute, elle est aussi dans un engagement spirituel non-zen et elle propose donc les séminaires de formation que le docteur Lascaux ne fait plus et puis aussi des séances thérapeutiques individuelles. Moi, ce que je fais beaucoup, ce sont des séances collectives de pardon. J'ai parfois eu des personnes en séance individuelle de tracing, c'est quand on va à l'origine d'une problématique. Et surtout, j'ai animé des méditations. Donc ça, volontiers, je ferai pour tes auditeurs d'animer une méditation ou un pardon, s'ils veulent se brancher à un moment. C'est une méthode extrêmement élégante parce que je guide et tout se passe dans l'intérieur et dans le silence. Donc il n'y a pas un déballage de la vie privée et qui je pardonne et qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai à pardonner ou quoi. Chacun fait un processus intérieur à la fois de donner, pardonner, c'est pardon d'amour en fait. C'est pas oublier, Oui. c'est pas aimer la personne, mais c'est se libérer soi-même de la charge de l'émotion et du ressentiment, parce que le ressentiment, la douleur, la victimisation peut nous phagocyter, nous consommer comme énergie vitale. Quand nous pardonnons, nous retrouvons cette énergie pour nous-mêmes, pour notre propre amour et épanouissement et pour continuer le chemin dans la paix, justement, et dans l'unité. Et toi, tu utilises, par exemple, pour d'autres techniques que tu fais, est-ce que tu utilises ça à chaque fois, de se connecter de cœur à cœur avec la personne? Est-ce que c'est... Alors, non, honnêtement, pas à chaque fois, mais je médite pratiquement tous les jours. Euh, je pense que, enfin, ce que le docteur Lascaux m'a révélé, c'est que naturellement, j'étais dans cet espace, si tu veux, de par ma Hypersensibilité. sensibilité, Ouais. tu vois, mes convictions. Ce qui m'a valu d'être beaucoup moquée, tu vois, parce que j'étais la gentille petite dame. Enfin, être gentille, c'est un peu être benet, tu vois, en France. Oui, en fait, c'est terrible ce mot parce que c'est vraiment très positif à la base et ça, c'est complètement Ouais, dévalorisé en disant oui, c'est le naïf, c'est oui, oui. ouais, c'est ça. Donc, on peut me prendre parce que je vois, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé en supervision. Au début de ma pratique du coaching, je disais à ma superviseure, mais moi, j'ai un radar pour le positif dans les gens, tu vois, c'est ce que je vois, c'est ce qui me, et je vois même avant que eux-mêmes en aient conscience, tu vois, ça m'éblouit, j'en suis ravie et j'ai pas besoin, enfin, j'utilise pas une technique particulière, c'est comme ça. C'est inné, ouais, ouais. C'est Oui. inné. Et je, Et du bah, coup, je pense que tout le monde c'est inné. Après, on met des protections et on se protège et donc ça devient plus inné à un moment donné en fait. oui, Enfin, ça devient il y a- plus inné, ça devient plus naturel, je veux dire. Inné, si, ouais, ça l'est toujours, mais c'est plus naturel, oui. voilà. Donc, mais j'allume beaucoup une bougie et pour moi, c'était une évidence, si tu veux, quand j'ai commencé ma pratique du coaching, c'était dans les entreprises. Parce que quand j'ai terminé une formation en coaching, révélé ses talents de coach, je savais que j'étais plutôt de nature éveilleuse. En même temps, il y avait en moi une part qui disait, mais t'es qui, toi, pour prétendre éveiller les gens? Donc, j'étais pas trop à l'aise avec ce que j'avais perçu. Et puis, je savais aussi que j'allais aller en entreprise parce que c'est là que je sentais la souffrance humaine très forte dans le monde du travail. En entreprise, dans le monde du travail. Et, euh, et à l'époque, j'étais mère au foyer, j'habitais en Allemagne, dans une petite ville de province. J'aidais mon mari dans le développement de ses activités. Mais j'avais zéro réseau. Donc quand j'ai annoncé ça à mon mari, il m'a dit, mais t'es tombé sur la tête, qu'est-ce qu'ils t'ont fait dans ta formation? Toi, tu vas faire ça? Bah oui. Et puis je suis partie avec mon bâton de pèlerin, avec cette conviction. Bon bah peut-être c'est mon ego qui me balade, hein, peut-être que c'est pas ça, mais si c'est la vie qui m'a vraiment invité à aller sur cette voie, bah il va se passer quelque chose. Ah bah oui. Ah oui, c'est passé quelque chose. J'ai rencontré un consultant qui, voilà, avait des demandes de coaching, mais lui, c'est pas son métier. Donc, il a trouvé que j'écoutais plutôt bien, plutôt ma qualité de présence. Et puis voilà, les choses se sont enclenchées comme ça. Hmm. Je pense, j'espère envoyer ce message de oser vraiment avoir l'audace de ce qu'on a envie d'entreprendre
de pas enfouir nos rêves dans notre poche avec le mouchoir par-dessus, d'être bienveillant avec soi-même, c'est la foi en la vie, mais c'est aussi l'estime de notre parcours et d'arrêter de s'auto-flageller, de se raconter une histoire qui nous met pas en fierté, tu vois, ou qui nous met pas, si c'est pas en fierté, au moins à l'aise avec l'histoire qu'on a eue, qu'on ne peut pas changer effectivement. Par contre, comment tu l'as dit, c'est différent. Moi, j'ai eu comme ça un jeune homme en coaching qui m'est arrivé, il avait une trentaine d'années. Son père était un peu désespéré. Je travaillais pour lui dans le monde professionnel. Il m'a dit, est-ce que vous accepteriez de recevoir mon fils en coaching? Je dis, bah oui, volontiers. Et je reçois ce jeune homme qui était un peu perdu, très perdu même professionnellement, et puis un peu perdu dans des consommations de drogue, d'alcool, etc. Et il me raconte son histoire et il me raconte comment, il a été rebelle depuis qu'il est petit, quoi. Et comment il a été dans un pensionnat où les gens étaient pas très gentils avec eux. Et lui, il avait trouvé le moyen de voler la clé du garde-manger et il avait organisé un festin pour ses copains. Et lui, ce qu'il gardait de tout ça, c'était que c'était un vilain petit canard, un méchant garçon qui faisait beaucoup de soucis à ses parents et que en fait, c'était un hors-la-loi, quoi. Il te racontait une histoire de hors-la-loi. Et moi, je lui dis: «Non, mais moi, j'entends une force de vie dans votre récit. J'entends un rebelle qui n'accepte pas un cadre établi qui peut faire du mal à certaines personnes. Donc et puis j'entends le courage et puis j'entends la ruse aussi. Faut le faire en tant que môme d'aller chercher la clé et puis j'entends la solidarité, le partage. Donc waouh, quelle belle histoire!» Et hem et le fait qu'il change de regard sur lui, sur son histoire, ça lui a permis de moins consommer. Mmh. C'est très puissant ce qu'on se raconte et comment on est, et c'est comment moi je suis arrivée à ça, c'est que j'avais, avant même que je commence ce travail de coaching, j'avais même pas 30 ans et je sais pas, la vie m'a fait rencontrer une femme qui était bien plus âgée que moi, qui devait avoir à l'époque une cinquantaine d'années. Et je sais pas ce que j'ai dit de moi, mais j'ai dit un truc franchement pas sympa sur moi. Et elle m'a dit: «Mais Anita, comment vous parlez? Comment vous parlez? Est-ce que vous diriez ça à votre meilleure amie?» Moi, je lui dis: «Bah, certainement pas». Et elle me dit: «Mais faut pas vous dire ça à vous». C'est à quel point on peut, dans notre dialogue interne, être vraiment pas du tout cordial et pas du tout bienveillant avec nous-mêmes, sous prétexte que peut-être on va avancer à coups de bâton. Et en fait, ça nous encombre beaucoup dans notre épanouissement et dans le rayonnement de la lumière qui est en nous tous, en chacun de nous. Mmh. Forcément, si on assombrit, si on met des voiles, tu vois, c'est l'histoire comme ce jeune homme, on pourra pas rayonner. Et ce que j'aime dans la Kabbale, dans les lettres hébraïques, on dit le sacré, il a besoin de nous, mais sinon on peut pas être perceptible. Il faut qu'il passe au travers de notre matière pour être vu. C'est la différence entre la mythologie. Tous les héros des mythes meurent parce qu'ils ont oublié quelque chose de fondamental. Ils sont embarqués par leur ego, aller jusqu'au bout du bout du bout du bout. Ils ont oublié le fondamental qui est de revenir pour témoigner et partager dans la matière avec les autres. Mmh, complètement, La ouais. spiritualité, c'est indispensable que ce soit une spiritualité tissée avec notre quotidien, avec notre chair. Sinon, ça peut nous conduire à une forme de vanité, dirait Paul Diel. Tu vois, c'est vide de matière. L'égo spirituel, oui. Oui, c'est un mot qui revient assez souvent, ça, ouais. Justement, en parlant de spiritualité, tu fais partie d'une association. Alors, je sais pas si tu fais partie ou tu as créé, l'association Démocratie et Spiritualité. Est-ce que tu peux en dire plus, Oui, oui. La démocratie et spiritualité, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est un collectif qui a créé. On a fêté les 30 ans l'année dernière. Ah oui, Oui, 30 ans en quand même. OK. 2023. Bravo. 30 ans, démocratie, spiritualité est né d'un groupement d'intellectuels, de personnes engagées en politique, dans les instances de décision, etc. Et de citoyens qui s'inquiétaient des changements dans le monde il y a une trentaine d'années. Et qui surtout avaient cette intuition que
il y avait des liens, des ponts, quelque chose à faire entre spiritualité et démocratie. Surtout, c'est une association française qui est née en France et surtout avec cette compréhension dévoyée de la laïcité en France où être laïque, c'est plus aucun signe extérieur de différence. Être laïque, ça a été confondu avec être athée. Et Delphine Horviller a une très très belle citation à ce sujet que je pourrais t'envoyer après, où elle rappelle que c'est pas se couper de Dieu ou d'un sacré ou d'une croyance, et ce n'est non plus de les opposer que d'être dans la laïcité. Au contraire, c'est du vivre Intégrer, ensemble. ouais, intégrer Voilà. chaque différence, Chaque- chaque spiritualité, chaque religion. Exactement. Donc, Et, chez démocratie et spiritualité, il y a des athées, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des juifs, il y a des agnostiques, je sais plus comment on dit exactement, des francs-maçons, probablement des rosicruciens, des je sais pas quoi et des je sais pas qui. Mais en tous les cas, tous animés par cette envie de tricoter, de tisser l'engagement, l'engagement citoyen avec une éthique, une des points d'appui, de valeur et d'inspiration pour cheminer vers une meilleure expression de soi, et toujours dans une idée de partage. et Donc on va avoir toi, ton rôle là-dedans, tu alors participes, c'est une juste. question. Qu'est-ce que je fais dans l'association Démocratie Spiritualité? J'en suis membre depuis une quinzaine d'années. Les productions très nombreuses des membres qui sont très érudits m'ont beaucoup inspiré, éclairé, servi à mon discernement, mais aussi à mon ouverture spirituelle. Et depuis 2 ans, je suis dans le comité d'administration. Dans le comité d'administration qui se pose de nombreuses questions à comment servir, comment partager, comment rendre utile. En fait, ce laboratoire, cette association, c'est un laboratoire de vivre ensemble, justement, dans cette diversité, de dialoguer dans cette diversité en cherchant des manières de faire et en éclairant ce qui se passe parce qu'il y a une hystérisation de l'information actuellement des médias et l'idée dans cette association actuellement, c'est vraiment de favoriser un vivre ensemble, un travailler ensemble, un étudier ensemble, apprendre ensemble au travers d'un dialogue constructif, respectueux. Et donc, on s'entraîne à le faire et à chercher quels sont ceux qui nous ont précédés, qui peuvent éclairer nos comportements et notre analyse des situations. Voilà, nous allons avoir une université d'été début septembre à Lille où on espère avoir beaucoup de gens qui viennent avec nous réfléchir. En général, dans ces universités d'été, c'est 2-3 jours où il y a des ateliers. Et cette année, je crois, le thème est, je l'ai plus exactement en tête, c'est autour de la démocratie et une question qu'on pose comment nourrir ou comment encore euh, euh, peut-être alimenter une démocratie ou maintenir une démocratie. Je crois que c'est une vraie question, même dans nos démocraties européennes, parce qu'on parle beaucoup des dictatures d'ailleurs, mais bon, il se passe quand même des choses euh, étonnantes, on va dire, inquiétantes parfois dans On nos fera, pays qui devraient être des démocraties. oui, on Donc, fera pas je de pense que c'est une commentaires. question qui faut continuer. Oui. Euh, et c'est quoi la taille, en fait, pour donner un aperçu, la taille de l'association? Bah, il y a toujours des membres passifs qui sont là en soutien, mais ça correspond à quoi, en fait, au niveau membre? On est, alors si je ne m'abuse, on est une bonne centaine de membres Ok. et, et on a des partenaires. On a travaillé avec, par exemple, l'association Coexister pour les jeunes. Nous cherchons, alors c'est une association vieillissante, comme beaucoup d'associations qui existent depuis une trentaine d'années et qui ont du mal à se renouveler. Et un des enjeux que nous avons, un des défis que nous avons actuellement, c'est de justement, dans notre association, comme c'est souhaitable dans la société, de changer de paradigme, de manière, de façon de fonctionner, le rapport au pouvoir, à la hiérarchie, etc. Donc c'est en process et dans notre laboratoire et ça c'est très passionnant. Et j'espère que nous allons pouvoir coopter
et faire venir travailler, réfléchir avec nous des jeunes qui ont déjà des aspirations vers des modèles d'entreprise, mais pas que d'entreprise, de famille aussi, de la parentalité positive, de l'entreprise holocratique, etc. Enfin, je pense qu'il y a et que c'est bien qu'on le fasse dans de l'intergénérationnel, de manière à transmettre, de manière à s'inspirer les uns les autres. Donc voilà, je t'enverrai aussi des informations sur Et l'université il y de a des, si tu et il y a veux. des personnes qui ont des responsabilités, soit politiques, soit économiques dans l'association, ou c'est vraiment Alors que des réflexions, enfin, que alors, des gens qui réfléchissent à... là, au vu de la moyenne d'âge, je pense qu'ils sont pratiquement tous à la retraite, mais tu as parmi eux des personnes qui ont été dans des, alors parfois en politique, je connais pas le curriculum de chacun, mais ce que j'ai repéré, c'est qu'il y en a pas mal qui ont été dans, des hauts fonctionnaires dans Mhm. l'administration, Ok, voire intéressant. Ouais. parfois, dans dans les administrations européennes. Et puis tu as aussi des gens comme moi qui simplement travaillent, pas mal. Je sais pas quel est le pourcentage, mais on est quand même, assez nombreux, des femmes, des hommes. Et oui. Et Hmm. puis des gens qui ont eu, des postes à responsabilité dans des grandes structures ou, alors je sais pas s'il y a des entrepreneurs, mais je pense qu'il y a des profils variés. Il y a une journaliste, politique, je crois pas directement, Non, intéressant, ouais, mais de c'est voir les possible. profils qu'il y a. Ouais. Non, parce que je parlais de ça, parce qu'on parle de démocratie, de spiritualité. C'était intéressant de voir s'il y avait des personnes dans la politique, peut-être pour ouais, changer un Non, peu les choses. non, Bon, après, je pense que souvent, quand on se frotte à la politique, on voit que oui, faut oublier nos engagements, faut oublier nos valeurs souvent. Donc, ah si oui. tu veux Alors monter, par ouais, contre et c'est mieux au par niveau contre, associé. Ouais. c'est vrai qu'on a, espoir et à cœur d'envoyer des résumés de nos réflexions, on a fait un appel, tu vois, avant, les dernières élections, là, pour les élections européennes, c'est curieux, il me semble qu'on n'a rien fait, mais à un moment donné, de notre dernière université d'été, il nous était apparu, des choses essentielles et notamment comment l'engagement citoyen, parce qu'il s'agit de ça aussi, hein, il y a une vie associative très importante et c'est essentiel pour le bon fonctionnement de notre société. L'engagement familial, l'engagement citoyen et l'engagement professionnel, avaient une durabilité et un impact d'autant plus qu'ils prenaient appui sur un travail, une intériorité. Hmm. Ça, c'était quelque Intéressant. chose Ouais. qui était apparu dans plusieurs groupes de travail, tu vois, de la dernière université. Et donc, je pense qu'on avait fait un papier, qu'on avait, envoyé aux différents groupes qui se présentaient, pour les élections. Hmm. Pour essayer d'éveiller, de sensibiliser et là, d'autant plus que dans l'exercice du pouvoir, il faut avoir fait un sacré travail intérieur pour, le mettre, au service du juste et du bon. Sinon, l'exercice du pouvoir peut vite se retourner, juste à l'exercice du pouvoir de mon ego et de ce qui ce qui sert ma gouverne, c'est un peu dommage. Est-ce que Mais toi, tu bon, vois des il liens faut avec c'est ce qu'on met en place à travers les enchanteurs du Nouveau Monde ou est-ce que tu peux... beh, Ouais, je vois le lien. Oui, les liens que je vois, c'est d'une part de rassurer les personnes qui ont une vie intérieure et une vie spirituelle sur la pertinence, que ça fait partie de, ce sont pas de drôles d'oiseaux, c'est ou de drôles de zèbres, mais ce sont tout simplement des êtres humains qui sont faits de chair et de subtil, d'invisible et que donc s'ils ont cette appétence, c'est tout à fait naturel et qu'ils la nourrissent, sans perdre de vue que ça doit s'incarner, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc ça, c'est le première chose. Je pense que, si on peut rassurer nos concitoyens là-dessus et les encourager, c'est une bonne chose. La deuxième chose, le deuxième lien que je vois, c'est l'appel à la responsabilité. Ne pas attendre que les systèmes changent, ne pas attendre que le management, que la gouvernance, que nos politiques changent, mais nous, citoyens, individuellement et collectivement, changer dans notre quotidien. C'est-à-dire prendre nos responsabilités, comment nous consommons, comment nous sommes en relation
avec le monde, avec les gens dans notre quotidien, avec le vivant en général, notre rapport aux animaux, à la nature. Ce sont les deux liens que je vois. Et le troisième, oui, peut-être de s'entraîner à la rencontre et à l'échange, au débat, au dialogue. Tu vois, on disait au début, on se connaît pas du tout, tous les deux, et on réalise quelque chose. On espère tous les deux portés par cette idée de que ça atteigne le plus grand nombre et que ça puisse être utile au plus grand nombre. Je pense que c'est aussi ce que dans mes différents engagements professionnels, la démocratie, spiritualité, dans ce que j'essaye d'atteindre, ce soit ces liens-là que je Hmm. ferai. Ok, je vois, oui. D'oser la rencontre, d'oser le nouveau. Parce que si on veut un nouveau monde, il faut bien le créer, l'inventer, avec ce qu'on aimerait du plus profond de nous. Et Gandhi nous disait, ce que tu veux voir comme changement de le monde, trouve-le, mets-le en place en toi, c'est l'exemplarité. Hmm. Donc, je pense que c'est Oui, important sans se mettre non plus sous pression. On n'est pas parfait, donc on va pas faire nous sommes perfectibles, nous sommes tous en chemin, nous passons ici sur terre en essayant de comprendre, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi on est là, au juste? Donc, je pense mais ces trois choses, oui, ce sont trois points communs que je vois entre ce que tu fais au travers de ces podcasts et l'engagement de démocratie, spiritualité ou d'autres associations. Je pense que à Hmm. partir du moment où on croise matérialité et spiritualité, donc on cherche l'unité, qu'on sort de l'illusion de la séparation, puis qu'on prend nos responsabilités, qu'est-ce que je peux faire moi, à mon niveau, au quotidien, simplement, authentiquement et simplement, et puis qu'on ose aller les uns vers les autres, Oui. avec un tableau blanc, c'est-à-dire sans jugement, cet amour inconditionnel. Je pense que si on fait ça, qu'on s'entraîne à faire ça au quotidien, ça devrait changer et faire émerger beaucoup de choses déjà. Complètement, oui. Bon, en parlant d'humain, en parlant d'échange, qu'est-ce que tu penses, et j'aime bien poser la question aujourd'hui, de l'intelligence artificielle? Alors, alors, tu vois, l'intelligence artificielle, c'est comme toutes les techniques et et la digitalisation, c'est au service de quoi on la met? Première question. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle peut servir l'humain, gagner du temps, ok. Simplement, c'est pas forcément l'usage qu'on va en faire. C'est plutôt enfin moi ce que je vois pointer et qu'il faut qu'on soit très, très vigilant, c'est qu'elles viennent mettre l'humain en esclavage et ça serait vraiment très, très dommage et très dommage, d'autant plus dommage qu'elle est créée par, et conçue par, simplement en majorité un certain genre de l'humanité et que donc elle n'est pas représentative, de l'humanité et donc elle a forcément raté des trucs. Toute intelligence qu'elle se nomme, elle est bien artificielle et surtout, plus elle pointe son nez et plus nous avons besoin, nous, de nous réconcilier, de réhabiliter notre humanité et une humanité réconciliée avec le vivant. Ça, c'était un des thèmes, un atelier que j'ai co-animé avec Laurence Faber au Forum 104 à Paris pour l'association Démocratie et Spiritualité. Retrouver, réanimer, parce que c'est vraiment notre humanité a été très mise à mal par la technique. Tout ce qui aurait dû nous apporter du confort nous a obligés à aller toujours plus vite et nous a complètement oublié, fait fi des rythmes qui sont les rythmes du vivant, qui a des cycles, qui a besoin de certains rythmes pour s'épanouir, pour vivre, pour rester dans un bon état de vie et non pas fonctionner comme une machine. Hmm. Donc, c'est très, très important et je pense que c'est ce à quoi aussi tu contribues avec, ton travail de réhabiliter, réanimer une humanité réconciliée avec elle-même. Oui, je suis humain et pas parfait et même les machines, on les entretient et même les machines tombent en panne. Je suis humain et je suis en chemin et pas parfait, mais je peux encore cheminer et m'améliorer
et surtout respecter, parce que moi, je veux respecter mes rythmes, moi, je veux respecter ceux d'autrui aussi et surtout pas ceux du vivant. Et on voit tous les dégâts que ça a fait sur la Terre, entre les êtres vivants et avec la planète et avec les animaux. Complètement, ouais. Voilà ce que je pense de l'intelligence artificielle. Et je t'ai pas parlé encore, mais j'aimerais beaucoup partager avec tes auditeurs que j'ai écrit un livre. Si l'enveloppe, et moi, je pense que ce qui est à l'intérieur, le message qui est dedans, c'est comment réussir son projet professionnel, c'est surtout choisir sa voie, tracer sa voie, c'est tout ce que j'avais envie de partager. Et pourquoi j'ai écrit ce livre. Et là, lance un grand remerciement à toutes les personnes avec qui j'ai eu l'honneur de travailler, le plaisir de travailler dans le monde du travail et dans l'enseignement supérieur avec beaucoup d'étudiants et des doctorants qui m'ont fait confiance. Et là, j'ai mis en évidence que tout le monde n'avait pas les moyens de se payer un coaching, que toutes les entreprises ne donnaient pas accès à tout le monde au coaching, que beaucoup d'étudiants, moi je t'ai dit au début de l'entretien que je suis née dans une banlieue parisienne et des banlieues qu'on voulait à un moment passer au Karcher, donc très marquées par les vagues migratoires et que je suis intervenue dans une université du 95 du Val d'Oise où je suis née et où je me suis rendu compte que beaucoup des étudiants que j'accompagnais, qui avaient la chance de bénéficier d'un processus, d'un programme de coaching, n'avaient pas forcément les codes et je me suis dit, faut absolument. Et dans d'autres universités, il n'y avait pas ces programmes-là, qui étaient à la fois collectifs et individuels, où vraiment chacun pouvait arriver à définir son orientation dans les études, mais aussi dans professionnel. Et donc j'ai écrit un livre. J'ai écrit ce livre qui est un livre plein de témoignages, d'exercices et aussi de conseils sur comment faire pour arriver à tracer sa voie, celle qui vous va, celle qui est en rapport avec votre singularité et la contribution que vous avez envie d'apporter. Et, et je suis partie des questionnements de l'être humain, notamment des peuples premiers qui peuvent beaucoup nous inspirer sur leurs pratiques humaines, leur manière d'être sur la terre, leur manière d'être en relation ici avec la terre, avec les animaux, entre eux. Et puis petit à petit d'accompagner le lecteur, puisque c'est un livre comme un auto-coaching, vers qui tu es toi, qu'est-ce qui t'anime toi, qu'est-ce que tu aimerais mettre au monde, et puis donner les codes de comment mettre ça en évidence dans un CV, dans une lettre de motivation, dans un profil LinkedIn, et tout ça pour 14,50 €. Donc ça permettait de Tu donner le vends très accès bien, mais c'est vrai que à oui, majorité. c'est essentiel, ouais, en effet, ouais, ouais. Tu Ouais, m'entends bien? c'était comment donner accès heu, au plus grand nombre, quoi. Mmh. Et tu veux parler aussi des soins de Mmh. l'être avec un jeu de mots, entre l'être, Mmh. L-E de T-E, L-E de T-R-E et l'être, Oui, ouais. alors, comme tu vois, je l'ai pas évoqué, mais j'ai 63 ans, peut-être on voit déjà pas mal mes cheveux blancs et Bah, donc je pense oui, toi là, toi aussi? là, moi, je te vois, mais les auditeurs te verront pas ou peut-être qu'après, je ferai OK. un truc en vidéo, mais pour l'instant, Ah c'est oui, juste c'est en vrai, c'est mmh. auditif, c'est vrai. Alors, à cet aboutissement de carrière, de parcours de vie, parcours professionnel, j'entre dans une dynamique vraiment de transmission et hem et j'avais envie de faire un peu aussi l'unité, tu vois? De rassembler, tout ce qui a marqué, mes différentes expériences, les rencontres et cetera. Et ce soin de l'être, donc l'être humain, l'être vivant et les lettres, je fais référence aux lettres de l'alphabet hébraïque qui sont éminemment, symboliques, et qui nous enseignent, justement, nous accompagnent dans un cheminement de passeurs que nous sommes sur la terre. Alors je ne sais pas exactement quelle forme ça va prendre. Là, je suis en train d'expérimenter quelque chose, que la vie m'a envoyé. Il y a une prof de yoga qui a arrêté son cours dans un centre de sport à côté de chez moi et ils m'ont demandé: «Bah, tu voudrais pas reprendre ça?» Et moi, j'ai dit: «Mais je suis pas prof de yoga».
donc je peux pas faire du yoga. Par contre, je pourrais faire une forme de Teima, enfin quelque chose inspiré par la Teima de Tina Bozzi et Franck Ladou. Et donc, ce sont des moments où j'invite à l'expression, on chorégraphie avec notre corps les lettres hébraïques, et en même temps, je donne quelques informations sur la symbolique de la lettre, sur son invitation. On la regarde aussi sur sa forme, ce qu'elle nous inspire symboliquement. Et puis, on donne une attention à une partie du corps parce que chaque lettre est reliée avec différentes parties du corps. Donc, et, euh, et j'ajoute des temps de méditation, le souffle, des mouvements parce que j'ai toujours fait des activités corporelles. Donc, c'est un peu une manière adaptée de... Alors, je transmets pas la théma en soi. Il y a d'excellents profs en France, en Suisse, et j'espère bientôt aussi en Allemagne qu'on pourra former des gens. Mais c'est un peu un ensemble de tout ça. Alors, c'est encore en gestation et je pense que je proposerai ça en ligne probablement à la rentrée. Et puis là où on voudra m'inviter pour expérimenter ça en présentiel, pourquoi pas, tu vois, je pensais peut-être dans des centres de vacances où il y a des centres de réflexion, des associations. Probablement, j'ai proposé de faire découvrir aussi pendant l'université d'été de démocratie spiritualité. Parce que c'est une manière, si tu veux, avec notre corps d'incarner, oh, d'incarner cette énergie, cette spiritualité, ce sacré en nous. C'est comment il nous traverse et comment on peut le rendre, tu vois. Je pense que beaucoup de nos contemporains sont en recherche spirituelle, en quête de lumière, de vérité, sont très chahutés par tout ce qui se passe dans le monde, qui est très désespérant. Et moi, j'ai envie, en tant qu'hypersensible, j'ai été amenée à chercher des manières, comment je peux continuer à rester dans l'espérance, dans l'émerveillement, dans l'amour inconditionnel, malgré tout ce qui se passe autour de nous. Et j'espère pouvoir, tu vois, donner quelque chose de cet ordre-là. Pas simplement donner, d'ailleurs, partager, parce que je fais un métier où je donne et je reçois. Je fais beaucoup avec ce qui est présent dans le groupe ou avec la personne, et donc nous co-créons ensemble. On réunit nos champs de conscience et ça donne un champ de conscience exponentiel, et donc il peut se passer de très belles choses, non pas simplement de mon fait, mais du fait de la confiance qu'on peut se faire mutuellement, et donc de ce qu'on va pouvoir faire émerger ensemble. Ouais, c'est Voilà, c'est... beaucoup d'enseignements en tout. Non, beaucoup de Oui, messages. Je pense qu'on peut conclure là-dessus, je sais pas si c'était un dernier message, parce que tu en as eu beaucoup déjà à donner. oui. Peut-être, alors il y a une chose qui me frappe, tu vois, je t'ai dit, je suis partie vers le coaching dans le monde du travail et pas simplement les entreprises. Je suis intervenue dans des associations, des fondations, dans le milieu caritatif, dans des grands groupes, avec des artisans, des auto-entrepreneurs, enfin vraiment dans une grande diversité. Je tenais à cette diversité. Et je vois il y a beaucoup et de plus en plus de souffrance. J'ai envie d'inviter tout le monde à ne pas désespérer et à vraiment pratiquer ce qu'on a dit tout à l'heure, d'être le plus en alignement avec eux-mêmes. Parce que le monde du travail, c'est aussi ce qu'ils y mettent. Et certes, il y a des pratiques managériales dévoyées. Certes, il n'y a pas toujours une bonne gouvernance ou des structures qui sont malades et qui rendent malades. Mais eux, plus vous allez être forts, plus vous allez aussi être en alliance, trouver les personnes autour de vous dans les structures qui peuvent être dans cette même sensibilité, et plus vous allez pouvoir faire face et peut-être faire changer les choses. Parce que l'émergence d'un nouveau monde et aussi de nouvelles pratiques dans le monde du travail, elles viennent du fait aussi que les gens prennent position, qu'ils parlent, qu'ils disent, qu'il n'ait pas peur. Et, la peur est très mauvaise conseillère et
et de pas rester seul face à ces difficultés. Parce que la plupart d'entre nous, nous ne vivons pas de nos rentes. Nous avons une obligation, une nécessité d'aller travailler pour pouvoir payer notre loyer, notre boulanger, etc. Et donc, c'est dommage de se mettre en marge et en souffrance. C'est dommage d'esquinter la merveilleuse personne unique qu'ils sont ou qu'elles sont, juste parce qu'il y a du désordre dans les structures et l'organisation. Oui, on se reconnaît plus dans. Continuer à croire en soi, en la vie. Oui, on se reconnaît plus dans ce monde, donc oui, on s'isole, alors que ça serait important de se reconnecter et de tisser ensemble, comme tu disais tout à l'heure. Donc oui, c'est une belle conclusion. Essentiel. Ouais, très belle conclusion pour. Non, merci beaucoup, Anita. Voilà. Merci à toi encore pour cet espace de parole, parce que ça m'a permis de préparer, de réfléchir, puis d'échanger là aussi avec toi, et j'espère que ce sera utile, que ça sera, voilà, une pierre à l'édifice. Oui, chacun fait sa part et une pierre à l'édifice. Voilà. Effet, Et comme le colibri, où vas-tu, colibri? Il y a le feu à la forêt, tout le monde s'en va. Et lui, il vole dans le sens vers le feu. Mais où vas-tu? Mais je vais déposer ma goutte, mais une goutte, ça servira. Bah oui, mais c'est une goutte. C'est mieux que rien. Et si on fait plein de colibris, plein de gouttes, ça peut faire beaucoup de gouttes, beaucoup d'eau. Vive les colibris. Merci. Bonne journée encore.